Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 novembre 2021 et je vais commencer dans quelques secondes cette 16e émission Science en conscience pour Réinfo Covid. Le titre ce soir c'est Mesures sanitaires anti-Covid, les leçons de la catastrophe en cours aux États-Unis et mes invités seront Denis Rancourt et Marine Baudin. Et tout de suite, générique. Bienvenue à tous qui nous rejoignez, je suis ravi de vous recevoir. Donc aujourd'hui, 16e émission Science en conscience pour Réinfo Covid, mesures sanitaires anti-Covid, les leçons de la catastrophe en cours aux États-Unis. J'ai le plaisir d'accueillir Dr Marine Baudin. Salut Marine. Salut Jérémy, salut à tous. Et professeur Denis Rancourt. Salut Denis. Allô, je suis heureux d'être là. Alors, c'est un peu particulier ce soir puisque en fait, nous sommes trois co-auteurs de d'ailleurs trois publications qu'on a sorties depuis un an. La première, c'était en août de l'an dernier sur la France, une analyse de la mortalité toutes causes confondues en France qui montrait que on avait des difficultés à trouver vraiment une pandémie. On a fait le même exercice pour le Canada, même problème. Et là, on arrive sur un cas très particulier, celui des États-Unis, où pour une fois, il y a une vraie augmentation de la mortalité, toutes causes confondues, et il y a un vrai problème. Or, toujours pas de, entre guillemets, pandémie, mais il y a vraiment un souci quand même sur la mortalité, et il y a même une crainte que ce genre de scénario puisse se reproduire même en Europe, selon l'évolution donc des politiques dites sanitaires. Est-ce que vous pouvez vous représenter juste très rapidement, Marine et Denis, pour que les gens sachent qui vous êtes? Marine, vas-y. Oui. Je commence. Marine Baudin, je suis docteur en microbiologie. C'était une collaboration entre l'université Paris-Saclay, entre l'école centrale Supélec ou centrale Supélec et l'école normale supérieure de Cachan. Après ça, j'ai été travailleur indépendant, donc chercheuse indépendante, et puis on travaille donc ensemble avec Jérémy. Maintenant, ça fait 2 ans. Quelque chose comme ça, 2 ans et demi peut-être. Et puis Denis, ça fait du coup un peu plus d'1 an. Voilà, merci Marine. Et Denis, s'il te plaît. Oui, alors je suis Denis Rancourt, j'étais professeur de physique titulaire à l'Université d'Ottawa pendant plus de 2 décennies. Et puis maintenant, je suis chercheur à l'ALCO, Association des libertés civiles de l'Ontario. Et puis je suis chercheur indépendant. Et puis, j'étais très heureux de vous trouver, puis de trouver cette collaboration. Ça nous a permis d'accomplir beaucoup plus que si l'un ou l'autre le faisait seul. Et puis voilà, moi, je cherche toujours des problèmes qui sont très, très pertinents, des choses qui se passent, qui sont importantes dans la société. Et la première fois que j'ai discuté avec toi, c'était par rapport à ton article sur l'inutilité des masques pour lutter contre une maladie virale respiratoire. Donc, ça date de l'an dernier, c'était fin mai 2020. Tu avais sorti un article sur ResearchGate qui avait fait grand bruit, qui a fini par être censuré tellement il avait de succès et tellement il n'allait pas dans le sens de la propagande, puisqu'il ne s'agit pas de science. Et ensuite, notre vidéo a été censurée de YouTube aussi, évidemment. Je t'ai eu sur Science en conscience il y a 2 mois, je crois, pour parler des dérives de la science et le problème des qu'on appelle ça, je trouve plus, des peer-reviewed, des publications scientifiques par les pairs, voilà, c'est ça. Et Marine, toi, tu étais venue pour parler avec moi donc de la mortalité au Canada concernant donc notre 2e article qui est sorti au mois d'août tout récemment là, donc 2021. Donc voilà pour la petite introduction. Donc on a fait donc un premier article sur la France, un 2e article sur le Canada, et là on arrive sur les États-Unis. On savait que c'était un peu différent déjà de ce qui s'était passé en France et au Canada par rapport à cette période Covid, donc depuis mars 2020.
mais qu'est-ce que ça a été peut-être la plus grosse surprise qu'on a pu voir en analysant la mortalité toute cause aux États-Unis? Oui, c'est ça. C'est la mortalité toute cause confondue en fonction du temps. Ça, c'est des données très importantes. Donc, c'est par semaine ou par jour ou par mois, dépendant des données qu'on a. Pour les États-Unis, c'était par semaine. Donc, en regardant en fonction du temps, on peut voir quand il y a vraiment un événement qui fait qu'il y a une augmentation de la mortalité et comment longtemps cette augmentation anormale dure. Alors, de le regarder en fonction du temps, c'est très important, mais on a aussi en fonction de la juridiction par État aux États-Unis. Et avec les États-Unis, on a de la chance parce qu'il y a 50 États, ça permet d'avoir 50 points de vue différents dans des situations économiques et géographiques et autres qui sont différentes d'un État à l'autre. Donc, ça permet vraiment de chercher des corrélations. C'est un outil très puissant que d'étudier ce phénomène-là aux États-Unis pour ces raisons-là. Et puis aussi, on avait en fonction de l'âge, par groupe d'âge, et d'autres paramètres. Et on a plein de données socio-économiques sur les États-Unis en plus qui sont par État. Ça permet de chercher des corrélations. Ça nous a donné vraiment un grand accès là pour chercher des réponses à nos questions. OK. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement pourquoi on regarde la mortalité toutes causes confondues? Oui. Est-ce que Marine est disparue? Je la vois plus. Elle a disparu, mais je pense qu'elle va revenir. Elle a déjà eu un bug tout à l'heure, mais ça, je m'inquiète pas. Elle va revenir. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, la mortalité toutes causes confondues, c'est parce que avec la mortalité toutes causes confondues, on compte des morts. Donc, c'est non ambigu. On ne se pose pas la question à propos de la cause de la mort, parce que la cause de la mortalité, c'est une question très difficile. C'est très difficile d'attribuer exactement la cause dans des situations comme celle-là, où c'est des personnes âgées qui ont toutes sortes de co-conditions, et puis c'est pas évident de vraiment attribuer la mortalité. Alors, avec des maladies virales respiratoires comme ça, quand on veut assigner comme cause ces maladies-là, c'est très, très compliqué. Alors, on évite tout ça, on regarde la mortalité en fonction du temps, en fonction des groupes d'âge, en fonction de l'état, et on sait que c'est des données qui sont robustes, Qu'est-ce qu'on peut dire de l'interprétation. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de la mortalité Covid? Parce que c'est ça les chiffres qu'on a en permanence via les médias, via les autorités de santé, même elles nous parlent de mort Covid. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est des morts qu'on attribue comme la cause principale. Normalement, ça devrait vouloir dire des morts où la cause principale de la mortalité est attribuée au COVID. Mais on a décidé de définir que ça pouvait être une mort où on a fait une analyse et il y avait présence de COVID, ou une mort où on pense, à cause des symptômes observés, qu'il y avait COVID. Alors, ça peut être tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de place à essayer d'interpréter des données comme ça. Et il y a même quand c'est établi en laboratoire qu'il y avait présence de COVID, même ça serait à questionner parce qu'il faut voir est-ce que le test est vraiment capable de déceler un virus en particulier et est-ce que c'est ce virus-là, est-ce que ce virus-là a même été identifié? Toutes ces questions-là sont moi je dirais, on n'a pas de réponse à ces questions-là, vraiment des réponses fermes. Et donc, on évite tous ces problèmes, puis on parle de mortalité toutes causes confondues. Quand on parle de mortalité toute cause, on est mort ou on n'est pas mort. Donc là, c'est très simple. C'est ça, facile à compter et on sait où la personne est morte, quel âge elle avait quand elle est morte, dans quelle juridiction donc elle était, on sait tout à propos des lieux et du temps de sa mort. Ok. Donc, au moins, donc là, voilà du coup, une valeur sans ambiguïté qui pourtant est très rarement reprise par les autorités de santé et les médias qui nous parlent quasiment tout le temps de mort Covid et utilisée pour effrayer la population, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être pour commencer, sur la mortalité habituellement, toute cause, aux États-Unis et d'ailleurs dans tous les pays de latitude moyenne? Parce que l'Europe aussi est concernée par ce même type de mortalité. Ça ressemble à quoi? Et peut-être que Marine, tu pourrais montrer le graphe qui va présenter ça. Exactement. Je vais laisser Marine répondre à cette question-là. Allez. Parce que je m'excuse de la connexion. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai disparu. Tu es vaporisé, t'entends.
Alors là, on est en Alors, train de regarder les pages de notre article. C'est quand même un article très important avec les graphiques en appendice. Je pense qu'il fait 170 pages. ouais. Ah, c'est Et ça, ouais. il a été traduit en français aussi, hein. Il existe une assez bonne traduction qui a été faite par un algorithme intelligent. La version francophone est sur mon site web. On peut trouver tous ces graphiques et tout le texte, etc. Et puis là, Marine, vas-y. Alors, je pense que là, c'est bon. Tout le monde voit la Ouais, figure ouais. 5 de l'article. OK. Donc, c'est ce qu'on. Alors, il faut toujours décrire ce qu'on voit, en fait, enfin, dans un graphique. Donc là, on observe, comme Denis l'a expliqué, la mortalité toutes causes confondues par semaine, en fonction du temps. Donc, de la première semaine de janvier 2013 à la semaine. Alors là, dans l'article, c'était la semaine 37 de 2021. Donc, ce qui nous a amené à la fin du mois de juillet 2021. Mhm. Ou encore, non, encore plus, pardon, à la fin du mois de septembre, je pense, ou Mhm. début septembre. Mm. Enfin, la semaine 31, c'est la semaine, ouais, Et nous, Et on on voit a... cette forme de vague voilà. tous les ans. C'est quoi ça? Mais Est-ce que c'est nous, normal déjà? dans notre article, on a distingué la période COVID et la période avant COVID. Et Mhm. je ne sais pas s'il y a moyen de montrer avec une flèche, un pointeur, là, à peu près où ça se dessine, mais la période COVID commence avec ce que nous, on a appelé le pic COVID, qui est un pic très fin et très fort, là, qu'on C'est voit, ça. et qui a eu lieu immédiatement après que la pandémie soit annoncée le 11 mars 2020. Alors, tout ce qui se passe après le 11 mars 2020, on appelle ça la période COVID. Et si on regarde ce qui se passe avant, c'est là qu'on voit ce patron régulier dont tu parles, Jérémy, hein, où il y a des Des vagues. maximums, des vagues, oui, Mhm. et des grands pics, des maximums à chaque hiver. Mhm. Et l'été, il y a un creux. Et ça fait, depuis qu'on mesure des données comme celle-là, dans les juridictions où on a des bonnes données, qu'on observe ça. Ça fait plus de 100 ans oh, 150 ans qu'on voit ce phénomène-là. Il y a une plus grande mortalité l'hiver que l'été dans tous les pays de latitude moyenne dans les deux hémisphères, nord et sud. On observe ça, sauf que dans l'hémisphère sud, c'est inversé parce que leur hiver, c'est notre été. Donc, C'est leur ça. maximum, c'est pendant notre été et leur hiver. Et Mhm. puis, ça, c'est un phénomène fondamental d'épidémiologie euh, qui, qui reste. On comprend beaucoup de choses sur ce phénomène-là, mais on le comprend, on est loin de le comprendre complètement. Et on pourrait en parler pendant des jours de ce qui est connu et de ce qui n'est pas connu à propos de ce patron. Chose certaine, c'est que les maladies respiratoires, virales respiratoires, jouent un rôle pour causer ce phénomène-là. Mhm. Ils ont une plus grande transmission l'hiver et c'est vrai que les grippes, etc., tout ça, ça s'attrape et ça peut affecter beaucoup de personnes dans une population et c'est surtout l'hiver qu'on voit ce phénomène-là. Donc, il y a une composante maladie respiratoire virale qui explique ça en partie. Mhm. Ouais. Ok. Et donc on a ces vagues et en même temps on voit une augmentation, on voit la ligne droite sous ces vagues qui augmente aussi. Pourquoi ça augmente? Est-ce que c'est juste lié à l'augmentation de la population aux États-Unis, comme dans la plupart des pays d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a une autre explication? Donc, je pense que il y a toujours le facteur de la population à prendre en compte. Donc, l'accroissement, comme tu dis, Jérémy, donc il faudrait en fait normaliser par la population, mais aussi il y a des discussions par rapport à la structure de la population. Oui, Parce que exact. le pool de personnes de 85 plus, par exemple, d'il y a 10 ans, c'est pas le même pool de personnes Mhm. que cette année, par exemple. Ah oui, on a plus de personnes âgées. Donc, de toute façon, on a cette croissance toujours du minimum d'été et aussi le maximum d'hiver. En tout cas, l'air sous la courbe d'hiver aussi a tendance à augmenter. Et à partir donc de... Pardon. Une chose qui est intéressante dans tous ces courbes-là, et on peut les regarder là, et quand on a étudié la France, on a pu aller jusqu'à, je pense, qu'à la Deuxième Guerre mondiale, juste après la Deuxième 46. Guerre mondiale. Mhm. Les creux l'été ont une variation dans le temps d'une année à l'autre qui est très régulière. Et on Mhm. peut, sur une décennie, typiquement, mettre une ligne droite, carrément. Ouais, ouais. Et donc, les variations sont très régulières pour ce qui est du creux l'été.
Par contre, la hauteur du pic d'hiver, il varie beaucoup plus. Et la structure de ce qui se passe l'hiver, d'une année à l'autre, change beaucoup, comme on peut voir là à l'écran. Ouais. Alors, les hivers, chaque hiver est différent, mais le phénomène en grand, qui a un creux l'été et où il se passe ces choses-là l'hiver, ça, c'est stable. Absolument stable. Les seules exceptions qu'on a vues, dans toutes les données qu'on a regardées depuis plus d'un an, là, c'est quand il y a une vague de chaleur très, très soudaine et très intense, ça peut créer un pic pendant cette vague de chaleur une hausse de mortalité. On a vu ça en France, on a vu un pic en 2003. 2003, 2003, c'est ça, de 2003. Ouais. Et on voit un tel pic aux États-Unis aussi. Dans 2 ou 3 des États des États-Unis, il y a eu une vague de chaleur sur la côte ouest, nord-ouest des États-Unis. Oregon, Washington, ouais. Et on voit un pic comme ça, une surmortalité très fine, directement associée à cette vague de chaleur. Donc ça, c'est à peu près les seules exceptions qu'il y a par rapport à ce patron très régulier d'hiver à été. On n'a jamais vu des pics l'été. Depuis le temps qu'on observe ça. Des pics aussi gros, en tout cas, parce que là, on a une espèce de monstre, en fait, depuis mars 2020, depuis mars 2020, on a cette forme hyper étrange, avec des pics gigantesques, et y compris des pics l'été. Là, c'est du jamais vu. Là, on n'a jamais vu ça. Le curseur est en train de montrer un pic qui a lieu l'été 2020. C'est ça. C'est fou. Normalement, on devrait redescendre, là, si on suit la pattern normale, on a appelé ça la summer baseline, donc la ligne d'été, de mortalité l'été, sauf que là, on n'y revient pas. Et il y a plus tard, mais l'été toujours, l'année d'après, en 2021, il y a ce grand pic encore. L'été, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est difficile de comprendre ça en termes d'une maladie respiratoire virale, parce que toute la théorie de ces maladies-là, c'est qu'elles se propagent l'hiver quand l'humidité absolue est basse et que donc les particules aérosols sont stables dans l'air l'hiver. Et alors, comment expliquer un pic l'été? C'est avec ce qu'on connaît ou ce qu'on pense connaître des maladies virales respiratoires, c'est pas normal qu'il y ait des pics d'été. Et en plus, d'un état à l'autre, il peut ne pas avoir ce pic l'été. Ça aussi, c'est complètement exceptionnel. Dans tous les pics hivernaux qu'on voit, et depuis plus de 100 ans, quand ils ont lieu dans un état, ils ont lieu dans tous les états. En même temps. En plus, c'est synchrone, hein, tout ça. En plus, c'est synchrone, oui. En même temps, ils ont à peu près la même forme et ils sont là pour toutes les juridictions, tous les États d'un pays, toutes les provinces du Canada, etc. Alors que là, d'un État à l'autre aux États-Unis, dans la période COVID, des pics disparaissent complètement et des pics sont très intenses dans un autre État et très peu intenses dépendant où on est. Et d'ailleurs, on avait une carte qui illustrait à quel point les patrons étaient différents d'un État à l'autre. Je pense que c'était la figure 8. Ah, la figure 8, elle est là. Dans l'article. Voilà, on a fait une carte codée en couleurs pour montrer les groupes d'États qui ont des comportements en termes de cette mortalité en fonction du temps très, très différents. Dans les États en gris foncé presque noir, là, ça inclut New York, c'est les États où il y avait surtout et avant tout ce premier pic, là, immédiatement après l'annonce de la pandémie, qui était énorme, démesuré, et à peu près rien après. Et puis un pic normal, normal, je veux dire, à la place normale l'hiver qui suit. Bon, donc, et puis, donc, on voit des groupes d'États où les comportements en termes de ces 4 pics qu'on a regardés, le premier pic, le pic qui a suivi l'été, les pics énormes de l'hiver après ça, et après ça, un autre pic d'été. Quand on regarde, il y a des États qui ont juste le premier pic et un peu l'hiver normal. Il y a des États qui ont juste et surtout les pics d'été, surtout le dernier qui est très fort, etc. Donc, il y a différents patrons et puis on a codé ça en couleur. En jaune, c'était la Louisiane, qui est un État très particulier parce que je pense que tous les pics sont forts en Louisiane. C'est ça.
Les 3 pics. Alors, on a principalement décrit, peut-être que on peut montrer la figure qui décrit les pics dont on Premier parle là. pic d'hiver, donc mars-avril 2020. Ensuite, Voilà. pic d'été en juillet-août 2020. Et ensuite, pic d'hiver autour de janvier, on va dire, Voilà. de novembre à février 2020-2021. C'est ça. Donc ça, c'est ce que tout à l'heure disait Denis, la ligne là qu'on voit, la première ligne verticale en bleu ciel, c'est elle représente la semaine du 11 mars 2020, date à laquelle l'OMS a déclaré la pandémie. Donc avant ça, on est dans la période pré-Covid et après, on entre dans la période Covid avec donc les différents pics qu'on observe qui sont donc l'été 2020, l'été 2021 et le Covid pic 1, on l'a appelé le pic Covid 1 et le pic Covid 2 qui sont donc aussi atypiques. Et en fait, c'est ça, donc, quand on décrit le pattern qui sont dans les patterns qui sont dans la figure 8, la carte, en fait, c'est de ces 4 pics-là, enfin, de ces 3 pics-là dont on parle. Parce que celui-là, on l'a étudié, enfin, on l'a pas étudié en détail parce qu'il est, comme vous voyez, en fait, il n'est pas fini, les données n'étaient pas encore consolidées, il est trop récent. Donc, en tout cas, on a bien pu détailler là, le pattern de ces 3 pics-là, le 1, le summer peak et le 2. Et donc, il y a des États où le Summer Peak 1, c'est-à-dire le premier été de la période COVID, retombe, il n'existe pas, puis la mortalité retombe jusque sur la ligne de base, donc normale. Et donc, on a par exemple à New York un pic énorme qui suit l'annonce de la pandémie. Et ensuite, l'été est complètement normal en termes de mortalité. Et donc, ça, c'est les États qu'on avait mis en gris. Et puis voilà, comme ça, il y a différents patrons et on décrit toute cette zoologie de la mortalité, si on veut, dans notre article en termes de cette carte. Et donc, ça, c'est du jamais vu. Donc, pour la première fois, on a un phénomène de mortalité avec une hétérogénéité totale sur les États-Unis, avec des États où il n'y a pas de premier pic Covid en mars-avril, il n'y a rien, comme si c'était rien passé. D'autres États où on a une mortalité jamais vue, comme l'État de New York et quelques États autour, le New Jersey et peut-être le Massachusetts, je ne sais plus. Et puis après, il y a d'autres États qui vont avoir une mortalité très forte l'été, ce qui n'est jamais vu, donc l'été 2020, alors que d'autres n'auront rien. Donc là, tout part dans tous les sens, en gros. Et pour mettre de l'emphase là-dessus, le tout premier pic COVID, le pic énorme de New York qui a suivi l'annonce de la pandémie, il n'est à peu près pas présent. On ne peut pas le discerner dans plus de 30 États aux États-Unis. Ouais, 34 États. C'est fou. Et ça n'a jamais été vu dans l'histoire de l'épidémiologie. Que d'une juridiction à l'autre, d'un pays européen à l'autre, d'une province à l'autre au Canada, etc., qu'on puisse avoir un phénomène de mortalité comme ça, un pic de mortalité, puis qui n'existe simplement pas dans les autres juridictions. Et ce qui est très intéressant aussi, peut-être, c'est qu'on a travaillé sur le Canada, donc qui a une frontière de 6500 km en gros avec les États-Unis, et on n'a pas du tout le même phénomène de mortalité, puisque sur l'année 2020, on n'a pas d'augmentation de la mortalité au Canada, alors qu'on en a vraiment une aux États-Unis. Et pourtant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le, entre guillemets, virus est a priori plus petit que les 6400 km de frontière entre le Canada et les États-Unis. Le diamètre du virus est beaucoup plus petit que la longueur de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et donc, on penserait qu'il pourrait passer, ce virus qui est si virulent et qui a causé des dégâts incroyables aux États-Unis. Eh ça n'a rien fait au Canada en termes de mortalité par année. Incroyable. Ouais. Vous voulez que je montre le graphe pour le Canada? Ok, donc Canada, c'est là. Oh, pardon. Ah oui, ça, c'est les vaccins. Ah voilà, je suis là. Désolée. Ok, donc là, voilà, c'est au Canada. Donc, ce qu'on a fait, on a chaque point représente une année cycle. Donc, c'est la. Ah oui, on n'a pas défini d'ailleurs ce que c'était l'année cycle. Vas-y. Ok, donc l'année cycle, alors du coup, je vais revenir là pour que ce soit plus. Oui, c'est vrai, c'est joli comme ça. Ok, donc juste avant, c'est pour vous montrer que le graphe qu'on a vu tout à l'heure, voilà, donc c'était la mortalité toute cause par semaine pour les États-Unis en fonction du temps. Et en fait, on peut représenter, donc quand on voit comme ça, comme on disait tout à l'heure, les pics se passent à l'hiver et les creux à l'été. Et en fait, une année calendaire, c'est-à-dire de janvier de l'année à décembre, va couper en fait un cycle parce qu'on va être à peu près du pic
au pic d'après. Alors que quand on prend une année cycle, qu'on a défini une année cycle, c'est-à-dire du creux d'été au prochain creux d'été, on a le pic de l'hiver complet, en fait. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'année cycle. Du 1er août au 31 juillet de l'année suivante, en gros. À peu près, ouais, voilà. Oui, c'est important ça, parce que quand on coupe pendant l'hiver, on pourrait par accident choisir plus de mortalité d'un côté de la ligne de coupure que de l'autre, d'un hiver à l'autre. Alors que là, en se plaçant dans le creux d'été, c'est une façon naturelle d'intégrer ce qui s'est passé pendant une année et sans que ça soit affecté par les différences d'un hiver à l'autre de la mortalité, des différences de la structure dans le temps, je veux dire. Alors, c'est l'avantage d'utiliser l'année cycle que les épidémiologistes font depuis toujours. Et puis, voilà, on le définit comme ça. Et puis là, il y a les couleurs pour montrer les différentes années cycles. Les cycles, voilà. Et donc, en fait, c'est ça qu'on va représenter sur le graphe du Canada, c'est qu'un point représente l'intégration de la mortalité sur l'année complète, en fonction donc des années. Et donc, je me souviens plus de la page. Et oui, pas mal plus bas. En tout cas, on voyait une évolution assez régulière de la mortalité, mais une belle droite. Hein. Vraiment une très belle droite. C'est complètement régulier. Voilà. C'est complètement régulier. Il n'y a pas d'anomalie en 2020 et en 2021. Les années cycles 2020 et 2021, il n'y a aucune anomalie qui se distingue là, quand on regarde le bruit, si on veut, quand on regarde l'incertitude d'une année à l'autre. Bon, il y a une tendance linéaire qui se maintient et les variations sont complètement toujours de la même grandeur là, à l'intérieur du bruit autour de cette tendance linéaire. Donc, quand on regarde ça, pour le Canada, on se dit, année normale. Pas de pandémie, entre guillemets. Oui, et donc, il faut comprendre que la définition d'une pandémie, depuis à peu près toujours, c'était que quand il y a pandémie, c'est parce qu'il y a un virus nouveau pour lequel on n'a aucune immunité dans la population qui nous protège de ce nouveau virus. Et donc, je donne la définition, là, ça ne veut pas dire que je crois tout ce qu'on dit comme en point de définition, mais c'est ça l'idée, c'est ça le concept, c'est le paradigme dominant, c'est qu'il y aurait une nouvelle mutation, une nouvelle transformation, un virus tellement différent pour lequel les humains n'ont aucune immunité. Et donc, il va se propager, toutes ces maladies-là se propagent très rapidement et il va se propager et donc il va affecter la population anormalement. Et on a toujours dit qu'une pandémie devrait produire environ entre 5 et 50 fois plus de morts par année cycle qu'une saison normale de maladies virales. Et donc, ça devrait se voir très clairement dans la mortalité, toutes causes confondues. Et on ne voit rien. Et donc, on en conclut que si on suit la définition d'une pandémie, il n'y a pas eu de pandémie au Canada. Point. Ou alors, les mesures prises par le Canada ont été telles qu'elles ont permis de ramener la mortalité exactement à ce qui était attendu. C'est ça. Oui. C'est quand même formidable. C'est un coup de maître, vraiment. Oui. Et c'est les mêmes mesures qui ont été appliquées aux États-Unis, parce qu'en gros, ça a été les mêmes mesures, les masques et tout, et le degré auquel les mesures ont été acceptées, en gros, aux États-Unis, ont été à peu près pareil comme au Canada. Mais ces mêmes mesures ont eu pas d'effet positif aux États-Unis parce qu'il y a eu une surmortalité absolument époustouflante aux États-Unis. Et pour ça, je peux peut-être montrer le premier graphe, je pense. Dans le chat, il y a des gens qui me disent « Mon voisin a eu un cancer généralisé qui a été classé Covid. » Quelqu'un dit que son père est allé en réa suite à une anomalie de sa greffe. Il a été compté Covid alors qu'il ne l'a jamais eu. Pourtant, on lui faisait des tests chaque jour. Donc, on commence à dire de façon beaucoup plus publique aujourd'hui que la plupart de ces chiffres Covid ne veulent rien dire. Ils sont souvent farfelus et faux. Mais bon, c'est toujours bien de le rappeler quand même. Oui. Marie, moi, je suggère... Ça, c'est le A. Ça, c'est le premier graphique avant de normaliser. Hein. Oui, c'est bien de commencer avec ça. Ah, ok, d'accord. Oui, effectivement. Alors, je remets... Ok. Ouais, ça, c'est un graphique très important. Vas-y, Marie. Alors, ça, c'est la mortalité toutes causes confondues. Donc, toujours pareil, non, on ne prend pas de mortalité biaisée, c'est la mortalité toutes causes aux États-Unis par année. Donc, année calendaire, là, pour le coup, depuis 1900. Donc, l'année de 1900, toutes les années jusqu'à l'année 2020.
Là, on voit quelque chose. Alors là, on voit. Alors déjà, de manière générale, on voit que des choses. la mortalité toute cause par année augmente en fonction du temps aux États-Unis sur le dernier siècle, quoi, de manière grossière. Et après, on peut observer quand même Enfin, bon, il y a des choses qu'on pourra peut-être discuter dans le détail, mais en tout cas, les deux gros anomalies qu'on peut remarquer, c'est ce pic-là de 1918 qui correspond à alors ce qu'on appelle officiellement la grippe espagnole. On pourra rediscuter exactement de ce terme-là. Et l'augmentation significative de 2020. Alors, c'est spectaculaire aux États-Unis. Une mortalité comme ça qui sort de la norme, parce qu'on voit la tendance, elle est quand même assez régulière. Bon, il y a des bosses là, et nous, on a analysé ça en détail. On a vu que, bon, d'abord, 1918, c'était immédiatement après la Première Guerre mondiale. Il y avait un état de la population, un état de santé qui explique ce phénomène-là. Et on comprend maintenant, avec des articles scientifiques qui ont été publiés, que c'était essentiellement une mortalité due à la pneumologie. Une maladie bactérienne et non pas une grippe virale. Exact. Et ensuite, on voit une bosse importante reliée à les années 30. Il y a eu vraiment des grandes difficultés lors des années 20, les années 30 aux États-Unis. On voit ces bosses-là. On voit une bosse importante pour les jeunes hommes relatifs à la Deuxième Guerre mondiale. On voit des bosses, on voit que c'est surélevé pour les jeunes hommes. Là, on ne montre pas là, en fonction de l'âge, mais pour les jeunes hommes, on voit que c'est surélevé dans la période de la guerre au Vietnam. Et donc, on voit que tous les événements de mortalité, toutes causes confondues, qu'on peut déceler, sont rattachés à des changements de société très importants reliés à la guerre, typiquement, ou à un grand trouble économique comme le Dust Bowl aux États-Unis et les années 30, etc. Le Dust Bowl, c'était ces vents qui faisaient des gros problèmes d'érosion dans les plaines du Midwest, hein, c'est bien ça? Avec des chutes de productivité des terrains agricoles. Oui, c'était un désastre environnemental relié au fait qu'il y avait une agriculture intense qui détruisait donc les plantes indigènes, si on veut, là. Et donc, ça permettait que le sol soit enlevé par le vent, etc. Et l'humidité était moins bien retenue. Et ça a créé comme ça, à l'échelle presque une bonne partie d'un continent, là, des conditions de sécheresse extrêmes et avec le vent qui enlevait le sol et tout. Et donc, ça a causé de la grande misère pour plusieurs États aux États-Unis. Et ça a été suivi par un crash économique très important. Alors, ces périodes-là sont des périodes qui ont été très, très difficiles aux États-Unis. Et on voit ça dans la mortalité, toutes causes confondues. Ouais. Et ensuite, on arrive à une courbe relativement stable jusque 2020, en gros. Enfin, même s'il y a une légère augmentation peut-être liée au vieillissement de la population à partir de 2008, il me semble, ou d'autres facteurs, mais en tout cas, légère augmentation. Et 2020, là, bim, grosse inflexion, grosse augmentation de la mortalité. Oui, le graphique qu'on regarde, il faut dire que ça a été normalisé par la population. Ouais. Parce que la raison que ça montait comme ça avant, c'est que plus il y a de personnes, plus il y a de morts. Tous les ans. C'est normal. Alors, quand il y a une grande croissance de la population, c'est sûr qu'il va y avoir une croissance dans la mortalité. Mais là, normalisé à la population, on voit à quel point c'était spectaculaire ce qui s'est passé en 1918. Et on voit que la mortalité en 2020 aux États-Unis par année, il faut retourner en arrière jusqu'à peu près après la Deuxième Guerre mondiale pour retrouver une mortalité de cette grandeur-là à l'échelle de la population aux États-Unis. Donc, nous, on a interprété ça comme voulant dire que des conditions de stress qui peuvent causer la mort dans la population ont été créées par les mesures COVID qui ont été d'un impact aussi important que si les conditions de stress revenaient à celles juste après la Deuxième Guerre mondiale. OK. Alors, on en parlera après des conditions de stress parce que c'est sans doute une des explications fondamentales pour comprendre cette mortalité toute cause en 2020 et 2021 aux États-Unis.
Je voulais revenir sur cette histoire d'hétérogénéité, peut-être. Oui. Est-ce qu'on voit quelque chose au niveau des âges de mortalité, peut-être, avant peut-être de revenir sur la géographie de la distribution de la mortalité, puisque au début, c'est surtout les personnes âgées ou très âgées qui ont été concernées par le premier pic, et après, il s'est passé un truc tout à fait anormal. C'est que, je ne sais pas si on va le voir sur les prochains graphes, c'est qu'on a commencé à voir que les jeunes, et en particulier les jeunes hommes, ont été touchés très fortement par une augmentation de la mortalité, donc aux États-Unis toujours. Hein. On est sur les États-Unis. Mmh. Alors, on va montrer les graphiques. Alors, ce qu'on a oublié de préciser, je pense, c'est que, de toute façon, c'est dans l'article, les gens qui sont intéressés pourront aller voir ça, mais toutes les données sont accessibles publiquement et c'est des données qui sont officielles puisque c'est le CDC, donc le Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis. Donc voilà, ça tout le monde peut aller chercher les mêmes données et obtenir les mêmes choses. Et donc, en fait, il y a plusieurs bases de données. Il y en a une, donc c'est nationale, donc pour tous les États-Unis, enfin les États-Unis complets. Et il y a 3 catégories d'âge. Donc là, on avait les moins de 18 ans, les 18 à 64 ans et les plus de 65 ans. Mmh. Et donc, alors, on peut montrer... Peut-être qu'on peut montrer ce graphique-là. Oui. Il y a 2 groupes d'âge qui sont représentés et ils sont normalisés de sorte à ce qu'on puisse les comparer directement. On a augmenté, on a multiplié le groupe d'âge le plus jeune de sorte à avoir la même mortalité l'été 2014, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, les jeunes meurent beaucoup moins que les plus âgés. Enfin, oui. Voilà, alors il faut créer artificiellement une population qui est assez grande pour avoir une mortalité comparable, de sorte à pouvoir le comparer plus facilement. Et on voit que la mortalité l'hiver pour les jeunes et l'amplitude de la variation hivernale, elle est très, très petite comparée à ce qu'elle peut être pour les personnes plus âgées. En d'autres mots, les jeunes ne meurent pas de la grippe et des conditions qui tuent les gens l'hiver. Et puis, mais ça change dans la période COVID, il y a moins une grande différence entre les 2 groupes d'âge. Et même, on voit que ça dépasse à l'été 2021, là, on voit que ça dépasse même la mortalité des personnes âgées. Sur ce graphique-là. Donc, il y a une très grande surmortalité pour les jeunes l'été aux États-Unis. Et ça ne peut pas être COVID, ça ne peut pas être une maladie respiratoire, virale respiratoire, parce que les jeunes ne sont pas tués par ces maladies-là. C'est démesuré. Ça ne peut pas être dû à un nouveau virus. Il y a d'autres qui se passent. J'ai envie de dire, même en suivant les chiffres et le narratif de la propagande, il n'y a pas eu de, entre guillemets, mort Covid jeune l'été. Enfin, c'est ça, exactement. C'est bien reconnu. Même la mortalité attribuée à COVID est très faible pour les personnes plus jeunes. Il y a une grosse différence. Il y a une chute exponentielle dans la mortalité à mesure qu'on s'éloigne des âges les plus élevés. C'est-à-dire que là, on est en train de montrer à l'écran une mortalité inédite, extrêmement forte chez les jeunes, complètement passée sous silence, dont on n'entend pas parler. Exact. Voilà. Exact. Et je ne sais pas si on ne devrait pas sauter un peu les étapes et puis aller directement parler que tout probablement, nous, ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y a pas eu de pandémie virale respiratoire, mais il y a eu une catastrophe qui est reliée à la pneumonie bactérienne. Peut-être qu'on devrait mettre de l'emphase. Oui, parlons de ça, parce qu'effectivement, alors, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de controverses même si elles ne sont pas officielles, parce que c'est des sujets, c'est tellement profond qu'on n'a pas envie d'en parler en général, mais on parle du Covid comme étant une maladie virale. Il y a plein d'interrogations sur ce, entre guillemets, virus. Est-ce qu'il a été isolé? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Bon, bref. Nous, ce qu'on dit finalement, c'est qu'il ne s'agirait pas d'une maladie virale, mais d'une maladie bactérienne, et qui se serait étendue, notamment parce qu'on a refusé de soigner. Il y a eu un abandon de soins. On dit aux gens,
bah, ne vous soignez pas, prenez un Doliprane, ce qui sert à rien, même ce qui empire les choses, restez chez vous et surtout ne vous soignez pas. Et après, on Mais s'étonne que les gens meurent. aux États-Unis, on dit aussi carrément aux médecins, il ne faut pas prescrire des antibiotiques parce que c'est un abus, parce que c'est une maladie virale et c'est ça qui est en train de tuer des gens. Alors, évitez de prescrire des antibiotiques, ce qu'ils font naturellement quand ils voient des co-infections comme ça de bactéries et possiblement de maladies virales. Et donc, il y a eu une chute, et on le voit dans les données, il y a eu une chute de prescription des antibiotiques. Alors qu'il y avait plus de maladies de pneumonie, il y a eu une chute des prescriptions. Alors, la combinaison a été assez mortelle. Mais aussi, oui, voilà. Alors, la chute, elle était juste après. Voilà, c'est ça, la chute des prescriptions d'antibiotiques aux États-Unis. Ça, c'est une donnée du CDC. Ouais. Donc, voilà, donc c'est la période Covid. Donc d'habitude, on a 20 millions de boîtes par mois, c'est ça en Voilà. gros. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, on passe à 10 millions, on divise par 2 la prescription d'antibiotiques Oui, mais en pleine, entre guillemets, épidémie virale respiratoire. On a multiplié par 10 le nombre de pneumonies et on va expliquer un peu pourquoi on pense que ça a eu cet effet-là. Disons, en gros, on a beaucoup multiplié le nombre de pneumonies, le nombre de personnes qui sont susceptibles de mourir de pneumonie, et en même temps, on a divisé par 2 les prescriptions des antibiotiques. Et on a l'impression qu'on reste sur un plateau bas, quoi. On remonte pas. Ouais. En tout cas. Ouais. Ce qu'on a trouvé de frappant aussi, c'est tellement un gros article que c'est difficile de savoir comment le résumer puis quoi dire, là, mais ce qu'on a trouvé, c'est que d'abord, la surmortalité comparée à la tendance historique depuis plus une décennie environ est énorme. Premier résultat, c'est énorme, OK? C'est très hétérogène, mais c'est énorme. Et là, on a cherché à des corrélations entre cette surmortalité et qu'est-ce qui ça pourrait être associé à quoi? Et on avait l'avantage d'avoir 50 États aux États-Unis, ou 49 États qu'on a choisis. Et donc, on pouvait regarder la surmortalité, cette surmortalité par État, et chercher avec quoi elle pouvait être corrélée d'un État à l'autre. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des corrélations avec l'obésité, la pauvreté et la chaleur climatique de l'État dans lequel on est. Et ça, c'est très important parce que c'est la première fois qu'on trouve ces corrélations-là d'une façon aussi claire et aussi flagrante. Et ce qui nous permet de les avoir identifiées si clairement, c'est justement la grande différence d'un État à l'autre aux États-Unis. Et dans les facteurs de corrélation et dans la mortalité elle-même. Et donc, on a trouvé comme ça ça c'est un exemple du Summer Peak One, donc la surmortalité l'été par population. Premier pic et estival. chaque point est un état, donc il y a environ 50 points sur le graphique, en fonction de l'obésité moyenne pour l'état en question. Donc là, on voit cette corrélation. Et quand on fait le produit on trouve une corrélation encore plus forte quand on a aussi une corrélation avec la pauvreté. Et quand on fait le produit de la pauvreté, quand on combine les deux, on est obèse et pauvre, on fait le produit des deux, là, on trouve une très forte corrélation. Ça, c'était la pauvreté. Et quand on fait le produit, on trouve... c'est celui-là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est celui-là. Obésité fois pauvreté, de la mortalité l'été 2020, ça, c'est une corrélation comme on voit rarement dans ce type d'études-là. C'est une très forte corrélation, une très bonne corrélation. Et donc, on a pu... Mais aussi, il y a une très forte corrélation avec la température climatique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que des facteurs qui sont en général aggravants, mais sans plus, enfin, qui... Non, il faut comprendre que ces facteurs-là, normalement, dans la période avant COVID, n'affectent pas la mortalité hivernale. La surmortalité hivernale, ce qu'on a appelé le winter burden, n'est pas corrélée à ces facteurs-là. Par exemple, la pauvreté, c'est ce qu'on dit pour le Summer Peak 1, c'est corrélé à donc le pic d'été 2020 est corrélé à la pauvreté. Et également pour le deuxième pic Covid, donc l'hiver 2020-2021, c'est ce qu'on voit. C'est ça, oui, j'ai fait une erreur. Et par contre, par exemple, si on prend
un pic de la période pré-Covid, donc par exemple l'hiver 2019. Il n'y a pas de corrélation. Ouais, il n'y a pas de corrélation. Et on l'observe voilà, on l'observe pour tous les pics sur une décennie, il n'y a jamais de corrélation. Et tout d'un coup, il y a des corrélations quand on passe en ère Covid, avec la pauvreté, et surtout la pauvreté fois l'obésité, et aussi avec la température. Exactement. Exact. C'est ça. Et la température, ça nous a frappé, parce que ça, c'est quoi cette carte-là? Est-ce que c'est la température sont les états? Oui. Ouais. Ça, c'est... Oui, c'est ça. C'est le Summer Peak 1. Ça, c'est la température moyenne, une carte la température moyenne sur les états. Mais si on regarde la mortalité, c'est-à-dire le Summer Peak 1, une carte... que je le trouve. Ça, c'était une des choses qui nous a le plus surpris dans cette étude, c'est quand on a vu cette carte-là pour la première fois. Voilà, j'y suis. De la surmortalité l'été. On voit qu'elle est les États du Sud. État chaud. Et en particulier, l'Arizona est un État particulièrement chaud, beaucoup plus que la Californie et l'État juste à côté. Donc, c'est un point chaud et c'est un point chaud de mortalité aussi. Et donc, on voit vraiment que la mortalité a eu lieu dans les États au sud qui sont à la fois très chauds et où il y a beaucoup de pauvreté. Et donc, on voit le résultat des corrélations dont on parle graphiquement sur une carte, là, quand on fait une carte comme ça. Et ça, il n'y a pas, quand on fait les cartes de la mortalité hivernale normale sur la dernière décennie ou avant, il n'y a jamais comme ça une division. Il n'y a pas de pattern comme ça qui se voit à l'échelle géographique, à l'échelle des États-Unis. Sur ça, c'est très, très frappant. Donc peut-être juste pour que les gens voient visuellement, alors je vais juste retenir la page, donc 64. Donc il faut, en fait, on peut comme copier-coller ou calquer la mortalité qui est dans le pic de l'été 2020 à la carte qui représente la température. Je pense que c'est la température moyenne, celle-ci. Ouais, c'est ça. La température moyenne, vous voyez, si vous vous souvenez. Les États du Sud, voilà. Donc c'est ça qu'on dit, c'est que c'est vraiment calqué, quoi. Alors comment on peut expliquer maintenant que avant la période Covid, il n'y avait pas de corrélation, ça n'avait pas d'impact sur la mortalité, et tout d'un coup, on passe dans une nouvelle ère, une nouvelle période où ces facteurs de pauvreté, d'obésité et température vont avoir un impact majeur sur la mortalité. Bonne question. Bonne question. Et on a proposé une réponse dans l'article. Ah oui. On a proposé une réponse. Et nous, on croit fortement. Et moi j'avais écrit un article sans vous avant, au début, et j'avais dit que le stress psychologique, c'est un facteur essentiel qui va avoir un impact important. Il faut vraiment bien préciser ça. Qu'est-ce que ça veut dire que le stress psychologique, et surtout peut-être dans le cadre d'un pays comme les États-Unis, où ce entre guillemets stress psychologique large n'est pas vécu de la même manière qu'au Canada ou en France, par exemple. La première chose à réaliser, et parce que les médecins en parlent à peu près pas, c'est à peu près pas dans le curriculum dans les écoles de médecine, c'est à peu près pas dans les informations que donnent les gouvernements à propos de la santé publique, c'est que le stress psychologique est un des grands facteurs déterminants de la santé. Probablement le facteur le plus important. Dans les études sur les animaux, on voit que le stress psychologique qui est causé par l'oppression due à la hiérarchie de dominance dans les animaux sociaux est le premier facteur qui détermine la longévité de l'animal, de l'individu, et comment souvent il va être malade, etc. Et chez les humains, c'est la même chose. Alors, le plus grand chercheur qui a beaucoup travaillé là-dessus, un des plus grands, c'est Sheldon Cohen, un Américain. Le professeur Sheldon Cohen a passé des décennies à étudier ce phénomène-là. Et il a travaillé dans les années 70, par exemple, à une époque où on avait le droit d'infecter des étudiants d'université qui étaient nos cobayes avec des virus, avec des maladies virales pour voir s'ils allaient être malades ou pas.
et à l'intensité de leurs symptômes, etc. Et il a démontré que le premier facteur par rapport aux maladies respiratoires, virales, avec des jeunes étudiants en santé, c'était le stress psychologique dans leur vie. Et le deuxième facteur, c'était à quel point ils étaient connectés à la société, s'ils étaient isolés ou pas socialement. C'était le deuxième facteur. Et ces facteurs-là sont tellement importants qu'il n'a pas eu besoin de faire une étude statistique subtile pour soutirer des petits effets, là. Ce n'était pas des petites corrélations, c'était vraiment les facteurs dominants. Alors, ça montre à quel point toute cette question des maladies et de la mortalité l'hiver est intimement reliée à la susceptibilité qui serait due au stress psychologique. Alors, quand on a des personnes vieilles et fragiles, et aussi c'est connu maintenant scientifiquement, depuis le temps que Sheldon Cohen fait ses travaux, on sait de plus en plus que le stress a un impact plusieurs fois plus grand chez les personnes plus âgées que chez les jeunes. Alors, quand on met tout ça ensemble et qu'on a des personnes âgées, qu'ils soient à leur domicile ou en hôpital ou dans des résidences, si on les renferme, on les isole et on les stresse avec la peur du virus, etc., ça va potentiellement avoir un très grand impact sur la maladie et la mortalité. Il faudrait faire des études de terrain pour vraiment voir dans quelle mesure c'est exactement ça, mais le stress psychologique n'est pas assez étudié, n'est pas assez reconnu et on ne discute pas assez le stress psychologique. C'est un facteur très, très, très important. Alors, quand tu dis ça, c'est quand même incroyable parce qu'on se dit le confinement, entre guillemets, c'est fait pour isoler les gens et les informations des médias hyper anxiogènes, c'est là pour les stresser. Donc, on a tous les ingrédients pour rendre les gens malades, en gros. Oui. Exactement. Et il faut comprendre que le confinement, pour soi-disant protéger les personnes âgées, ça ne s'est jamais fait avant et c'était contre-indiqué. Tous les articles scientifiques qui ont étudié les épidémies dans les maisons de soins recommandent qu'on identifie le plus rapidement possible des personnes avec des symptômes et qu'on les enlève de ce truc-là plutôt que les enfermer avec les autres. Donc, ils ont fait le contraire. Okay? Ils se sont basés sur des tests COVID et non, donc pas une observation des symptômes. Et en plus, ils les ont tous enfermés ensemble, dans le même building, si on veut. Et c'est donc le contraire de ce qu'il faut faire pour éviter des épidémies dans les foyers. Non, ça a été vraiment une catastrophe. Ça c'est surtout ce qui s'est passé dans le premier pic COVID, là. La première réponse, ouais. Alors, mais par rapport au stress, la surmortalité l'été, alors comment est-ce que le stress vient jouer un rôle là-dedans, hein? Et pourquoi en particulier, je dirais, aux États-Unis, puisqu'on ne voit pas ça au Canada ni en France, en tout cas jusqu'à... Je ne sais plus si on avait vu l'été 2021 pour le Canada, mais en tout cas, on ne l'a pas encore vu pour la France. Mais on ne voyait rien l'été 2020 en France ni au Canada, en tout cas. Pourquoi on voit tout d'un coup... pourquoi ce stress psychologique qui ne paraît pas forcément à première vue plus intense, en tout cas, il n'est peut-être pas si différent que ça entre les États-Unis, le Canada et la France. Pourquoi il aurait un impact si fort aux États-Unis? Ben, c'est un des grands thèmes de notre article. On tente d'expliquer ça en détail. Moi, je dirais la chose suivante. Aux États-Unis, il y a une combinaison de deux facteurs importants. Il y a d'abord un background, un pool de personnes dans des situations très... La société est très stratifiée en termes hiérarchiques et économiques. Et donc, il y a un très grand réservoir de personnes obèses, pauvres et qui vivent dans des climats très chauds. Et normalement, ces gens-là se sont adaptés à ces conditions-là par tous les moyens qu'ils prennent. Et on leur a enlevé ces moyens-là. Et on a tenté dans l'article de faire une liste de tous les impacts, toutes les choses qu'on a fait à ces gens-là pour leur enlever leur façon de s'adapter à ces difficultés particulières. C'est-à-dire que ce type de personnes, donc on va dire, pour caricaturer, mais pour bien comprendre, obèses, pauvres, qui vivent dans les États du Sud,
une façon de survivre, c'était peut-être justement d'être en lien avec la communauté, de voir des gens, de sortir dans des endroits climatisés quand il fait très chaud, qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour mettre la clim en route chez eux. Bah là, c'est plus possible en période Covid. Exact. Tout bêtement. Hein. S'asseoir à l'ombre et discuter avec les copains. Et maintenant, il faut être à l'intérieur, puis il faut être isolé, puis il faut être distancié, puis il faut mettre un masque en plus, etc. Toutes les façons de s'adapter à ces conditions-là qui avaient stabilisé ces populations-là, stabilisé, mais quand même, ces mêmes populations-là avaient une espérance de vie plus basse. Hein? Bien sûr. On a fait une carte de ça dans la période avant COVID. Si on regarde la carte de l'espérance de vie, celle-ci. Voilà. Donc, rouge, rose, c'est des basses espérances de vie et on voit comme ça les études les États qui ont les plus basses espérances de vie. Et c'est intéressant parce que si on met cette carte-là en comparaison avec une carte qui nous donne dans la période avant COVID les prescriptions d'antibiotiques, celle-ci, on trouve une carte qui est assez semblable. Il y a beaucoup de recoupements là. Et ça voudrait dire, et pourquoi on prescrit tant d'antibiotiques et pourquoi on prescrit des antibiotiques, c'est pour sauver la vie des gens. Et habituellement, c'est des infections bactériennes. Et les infections bactériennes les plus tueurs dans notre société, dans nos milieux, c'est la pneumonie bactérienne. Et donc, ça veut dire, quand on regarde ces deux cartes, que la maladie qui limite le plus l'espérance de vie chez les personnes qui habitent dans ces états-là, ça serait la pneumonie. Donc, ça nous fait comprendre qu'il y a déjà un background de pneumonie qui est toujours présent, qui est toujours là, qui est toujours menaçant et qui peut devenir une épidémie de pneumonie à n'importe quel moment si on crée des conditions où on se bat, on arrête de traiter pour cette condition-là et on crée des conditions où c'est pire parce qu'on est plus stressé et on nous enlève plus nos conditions habituelles. Et donc, quand on met tout ça ensemble, et on a même suggéré dans l'article que le ivermectin, il y a un article scientifique très important qui montre que le ivermectin est l'ivermectine en français. L'ivermectine, merci, est un antibiotique très puissant et en particulier pour les maladies respiratoires. Et donc, ça voudrait dire que la raison que beaucoup de médecins américains ont dit que l'ivermectine était efficace pour le COVID, c'est parce qu'ils ont traité des pneumonies bactériennes et qu'ils ont sauvé des vies de cette façon-là, à une époque où on disait aux médecins de ne pas prescrire des antibiotiques. D'accord. C'est-à-dire que l'ivermectine est connu comme un antiparasitaire, mais ça semble, selon cette étude, avoir un rôle antibiotique puissant et notamment sur des pneumonies. Oui. Et donc, peut-être qu'on a non pas eu une, entre guillemets, pandémie de Covid, mais des épidémies surtout localisées dans les endroits où les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, j'ai envie de dire, parce que les personnes sont stressées, isolées, en surpoids, etc. Et là, on a eu des épidémies de pneumonie non traitées qui pourrait être à l'origine de cette augmentation de la mortalité substantielle aux États-Unis. Non traité et énormément rempiré par ce qu'on appelle, si on veut le dire en un mot, le stress psychologique. Mais en fait, on veut dire qu'on a agressé la population avec les mesures sanitaires. On les a isolés, on leur a enlevé la possibilité du travail qu'ils faisaient. Ils faisaient des job-ins, ils avaient toutes sortes de façons de faire, des échanges économiques, toutes sortes de choses qu'ils faisaient entre eux pour améliorer leurs conditions de vie. On leur a coupé tout ça. Et je pense que donc on les a agressés très violemment et les gens sont morts. Et en fait, on revient à ce qu'on disait au début, enfin tout à l'heure, c'est que on a recréé des conditions qui ont permis en fait l'épidémie donc dite grippe espagnole, mais l'épidémie de pneumonie de 1918 aux États-Unis. Donc, alors en fait, moi quand je me posais la question, je me dis mais on pourrait jamais avoir des niveaux d'épidémie de 1918 parce que depuis la fin des années 20, on a les antibiotiques et donc on sait soigner une pneumonie. Et
Et en fait, j'avais pas pensé que bah oui, la façon de recréer, c'est d'empêcher les soins, les médecins de prescrire des antibiotiques. Et du coup, bah voilà, on recrée les conditions d'il y a plus d'un siècle où il n'y avait pas encore les antibiotiques. Exact. Et on a dans notre article, évidemment, on cite, je ne sais pas combien d'articles scientifiques, mais on cite beaucoup d'études qui prouvent à quel point l'épidémie de 1918 était vraiment une épidémie de pneumonie bactérienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a plein d'échantillons microscopes qui ont été conservés et réétudiés. C'est clair que les gens sont morts d'une pneumonie bactérienne. Ouais. Donc, on refait à peu près la même chose en 2020. Et ce qui est aussi intéressant de noter d'ailleurs sur cette courbe, c'est qu'entre 1918 et 2020, malgré tout ce qu'on a pu entendre, il n'y a pas eu de, entre guillemets, pandémie, parce qu'il y en a qui nous parlent de la grippe de Hong Kong et je sais pas quoi. On voit rien du tout là. Non. On est spécifiquement allé voir les dates des 3 grandes pandémies qui avaient été déclarées et dont on a parlé beaucoup. On a cherché un impact quelconque qui serait dû à ces pandémies-là et il n'y a absolument rien, aucune anomalie. Donc, le concept même d'une pandémie virale ou même d'une pandémie virale respiratoire, on ne voit pas ça dans la réalité, dans la mortalité toute cause confondue. Il n'y a aucun signe de ça. Ça pourrait être un concept complètement inventé. Ça pourrait être un concept de propagande et ça expliquerait de la même façon les données les plus robustes qu'on voit. Il n'y a pas de raison de croire que c'est un phénomène qui existe en termes de la mortalité réelle dans les populations. C'est un spectre qui semble être agité pour maintenir la population dans un état de peur peut-être ou de crainte par rapport à ça, mais qui n'existe pas finalement. Quand on revoit les documents de la CDC, etc., on a vraiment l'impression qu'ils ont redéfini ce qui s'est passé en 1919 pour parler d'une épidémie virale et de dire, et ils ont utilisé ça pour faire une espèce de propagande que ça pourrait arriver n'importe quand va être la prochaine, etc., pour créer cette... Alors, il faut comprendre qu'aux États-Unis, l'industrie des vaccins, juste pour la grippe ordinaire, là, pour ce qu'on appelle le flu, l'influenza, etc., c'est une industrie gigantesque aux États-Unis. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a une grosse majorité de la population qui se fait injecter à tous les saisons contre ça. C'est énorme. Et c'est peut-être pas respectueux, mais on pourrait dire c'est une vache à lait pour les compagnies pharma, cette affaire. Alors, il y a beaucoup de raisons d'avoir un biais économique vers cette idée de pandémie et de l'importance de ça. Est-ce que, pour rester sur cette question des vaccins, est-ce qu'on voit, en regardant donc l'analyse de la mortalité toute cause, est-ce qu'on voit un effet quelconque de ces vaccins sur la mortalité? À partir donc ça a commencé à la fin de l'hiver, donc vers février-mars, il me semble, 2021. Est-ce qu'on voit quelque chose? Merci, Marie. Là, on a un graphique en particulier sur cette question. Donc, encore une fois, on voit la mortalité donc en bleu clair, mortalité toute cause confondue depuis janvier 2020 à, je pense que c'était la fin du mois de septembre 2021 là. Et en même temps, sur le même graphe, alors c'est pas la même échelle, hein, ce que vous voyez là, c'est la mortalité, elle est par semaine, donc ici, et sur l'autre axe des Y, on a donc le nombre de vaccins anti-Covid administrés en orange, donc en doses par... alors c'est par jour, mais il n'y a qu'un jour par semaine qui est représenté, mais la valeur, c'est par jour. Et en même temps, en bleu foncé, le nombre de personnes considérées comme complètement vaccinées. Par jour. Par jour aussi. Une donnée par semaine est représentée, mais c'est par jour. Un jour par semaine, ouais. Et donc, en fait, ce qu'on voit, donc, comme tu dis, Jérémy, la campagne aux États-Unis de vaccination, elle a commencé fin décembre 2020, mais c'était très sporadique. Elle a été vraiment, donc, on le voit. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que il
y a plusieurs choses. Une chose importante qu'on voit, c'est que la campagne de vaccination n'a pas... Enfin, on voit qu'on est déjà sur la pente descendante de la mortalité de l'hiver qui vient de passer, donc 2020-2021, quand la campagne arrive. Et surtout, que la campagne massive qu'il y a eu, elle n'a pas empêché une recrudescence, je peux dire ça, ou une augmentation de la mortalité à l'été qui a suivi, donc l'été 2021. Et ouais, et on a même suggéré, je pense, dans l'article que l'été 2021 a été un été très meurtrière aux États-Unis et que ça pourrait être dû à, il pourrait y avoir un facteur d'influence qui serait dû à cette grande campagne de vaccination. Et pour répondre à ça, ça prendrait des données plus détaillées. Il faut regarder est-ce que c'est en fonction des groupes d'âge? Est-ce qu'il y a des groupes d'âge qui ont été plus affectés? Et effectivement, on regarde les données les plus récentes et les groupes d'âge jeunes sont très, très affectés l'été. Et très, je veux dire, démesurés, même comparé à l'été 2020. Donc, ça pourrait suggérer que ces populations ont été très affectées. Pourquoi est-ce qu'ils sont très affectés maintenant? Alors qu'il n'était pas autant l'été d'avant. On a proposé 2 explications possibles. Une, ça serait que le stress accumulé chez les jeunes mettent plus de temps à ressentir un stress qui s'accumule et qui dure longtemps, et donc ils ont subi les conséquences de ce stress continu et c'est plus visible plus loin dans le temps. Donc, le deuxième été, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'ils aient été affectés d'une façon ou d'une autre par la vaccination. Alors, on est encore en train d'explorer ça et on cherche des données détaillées sur le sexe, les groupes d'âge, etc., pour vraiment essayer de cerner cette question-là. Ça reste une étude à faire. Mais on voit déjà que chez les 25-44 ans, il me semble, la mortalité l'été, il me semble, a doublé. Elle est énorme. C'est du jamais vu, là. On n'a jamais vu ça. Et indépendamment de la campagne de vaccination, c'est impossible de considérer que ça pourrait être dû à un virus. Okay. Impossible. Donc là, en fait, on va peut-être doucement arriver vers la conclusion, mais ce qu'on observe, c'est aux États-Unis, contrairement à la France et au Canada, une mortalité vraiment étonnante. Alors, il ne s'agit toujours pas de, entre guillemets, pandémie, mais une mortalité très étonnante qui est très corrélée à des facteurs qui, avant, n'avaient pas un rapport direct avec la mortalité, à savoir l'obésité, la pauvreté et la chaleur. Est-ce qu'on pourrait avoir ce type de mortalité qui viendrait à augmenter fortement également en Europe et au Canada? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait le permettre? Enfin, c'est négatif, mais qu'est-ce qui pourrait permettre que cette mortalité augmente à ce point-là aussi dans ces pays? Mais nous, on est 3 chercheurs qui habitent dans 3 pays différents. Et vous habitez beaucoup plus près de l'Europe que moi. Vous êtes en Europe. Alors, je laisserai à Marine la première occasion pour répondre à cette question-là. Il faut faire attention aux communautés et aux liens sociaux, parce qu'en France, on a peut-être... alors, bon, moi, du coup, je connais moins le Canada et les États-Unis, enfin, moins le Canada que toi, Denis. Mais en France, c'est vrai qu'on a un tissu social qui est assez fort, en tout cas par son histoire. On a quand même beaucoup des aides sociales, des organisations, des associations, les gens. C'est quand même très fort, et donc ça peut être un des facteurs dont on parlait tout à l'heure. L'isolation sociale, c'est un des 2 plus grands facteurs qui va déterminer à quel point l'individu est malade, donc potentiellement peut mourir. Donc il faut protéger ça, il faut pas là tout ce qu'on est en train de faire là, c'est très quoi, les lockdowns, voilà, diviser, c'est quelque chose vers lequel on veut pas aller, quoi. C'est à éviter, je dirais. Et on a aussi des inégalités sociales beaucoup plus fortes aux États-Unis, au Canada et en France. Mais la tendance qu'on voit aujourd'hui, depuis 2017 au moins, c'est une augmentation très forte des inégalités sociales.
avec des très riches qui deviennent des super riches complètement stratosphériques, et des pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres et qui sont de plus en plus nombreux. Et donc ça pourrait nous faire rejoindre un modèle de société à l'américaine qui serait du coup propice à cette forte augmentation de la mortalité qu'on pourrait voir rapidement finalement, si on est en train effectivement de détruire la société et les tissus sociaux qui étaient présents avant. Oui. Oui. Bon, on a aussi quelques indices additionnels, parce qu'on a regardé rapidement ensemble ce qui se passait dans les différents pays européens. Et on a remarqué que cette espèce de surmortalité très anormale était surtout présente dans les pays européens de l'Est versus de l'Ouest. Alors, on pourrait imaginer que dans ces pays-là, il y a justement une plus grande dissociation sociale, une plus grande différence entre les riches et les pauvres, des plus grandes populations de personnes vulnérables dans ces termes-là, à qui on a enlevé la possibilité, on aurait enlevé la possibilité de toute leur méthode de s'adapter à ces conditions-là habituelles. Il y a peut-être une étude européenne à faire qui trouverait des choses semblables à ce qu'on a trouvé en considérant d'un État à l'autre aux États-Unis. Ok. C'est vraiment important ce que tu dis, parce que le point là, les inégalités sociales, parce que ça, même rien que juste, on peut le mesurer. On peut en tout cas l'apprécier par exemple en France, en tout cas dans le premier pic Covid où c'était 2 mois de confinement strict. Et c'est sûr que passer 2 mois dans sa maison de campagne avec un jardin, en pouvant réaliser son métier de manière connectée à distance via une application de visioconférence. Donc, du coup, en ayant son salaire qui n'est pas impacté par ces mesures, c'est pas la même chose que d'avoir son business qui ferme du jour au lendemain, d'avoir le stress de perdre sa clientèle, de passer dans ce lockdown, ce confinement avec sa famille dans un petit appartement. Enfin voilà, c'est tout ça qui s'ajoute. Donc on voit vraiment là les inégalités qui. C'est clair que les mesures COVID ont été une attaque contre les classes ouvrières et les personnes désavantagées économiquement. Ça, c'est clair. Dans à peu près tous les pays de l'Ouest, c'est vraiment une attaque ciblée contre ces classes-là. Et nous, ce qu'on a démontré en plus, c'est qu'une attaque ciblée comme ça, c'est très meurtrier. En tout cas, aux États-Unis, ça l'a été. Et potentiellement, ça pourrait l'être même dans des pays comme le Canada et la France. Ok. C'est pas très très joyeux ça comme conclusion. Est-ce que vous voulez rajouter un mot peut-être avant qu'on finisse? Je vais regarder aussi s'il y a des questions éventuellement de la part des personnes qui nous regardent. Moi, je voulais juste peut-être juste 2 minutes qu'on revienne sur l'hétérogénéité parce qu'on n'a pas trop décrit. Et il y avait juste peut-être 1 ou 2 graphes à montrer pour que les gens aient quelque chose de visuel à retenir peut-être. Ouais, ça marche. Je vais te laisser regarder du coup pour l'hétérogénéité le graphe qui te convient. T'as besoin que je le mette sur l'écran ou pas? Oui. D'accord, ok, c'est bon. Alors... Par exemple, je sais pas, est-ce qu'on peut prendre ça? Peut-être qu'on peut prendre ça, je vais voir si après. Oui, ok. Donc là, on voit par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la période pré-Covid et la période Covid. Donc la période pré-Covid, c'est la période qui va depuis le début qu'on a des données. Donc là, c'était le 2013 jusqu'à le début 2020, donc avant le 11 mars 2020. Et donc là, on a sélectionné quelques États, donc la Californie, Floride, Michigan, Nevada, New York et la Dakota du Sud. Et on voit en fait que, donc toujours pareil, mortalité toutes causes confondues par semaine, ramenée à la population pour qu'on puisse comparer directement les États parce qu'ils n'ont pas les mêmes range de population. Donc comme ça, on peut comparer directement entre les États et on voit que les courbes se suivent sur tout. Alors, pardon, là c'est la mortalité toutes causes confondues, mais qui est juste dans le winter burden, donc quelque chose qu'on n'a pas défini, mais en gros c'est le fardeau hivernal. Voilà, c'est la mortalité hivernale. Donc quand on se souvient de la courbe qui montre la summer baseline, donc c'est vraiment juste ce qu'il y a entre la ligne de base estivale et la mortalité toute cause. Donc comme ça, c'est vraiment le fardeau hivernal, la mortalité hivernale. Et donc on voit qu'en fait les courbes se suivent de façon très synchrone. Synchrone et les formes, etc. Pour la période pré-Covid. Et moi, je voudrais ouvrir la parenthèse pour dire
ce phénomène-là, ça va contre l'idée qu'une épidémie ou qu'une pandémie, ça se répand. Parce que si ça se répandait, il faudrait que géographiquement, on voit d'est en ouest ou de nord en sud. Il faudrait que ça ne pourrait pas être aussi synchrone que ça. Le phénomène, depuis des centaines d'années qu'on l'observe, dans toutes les juridictions, on l'observe, il y a synchronicité comme ça. C'est simultané. Contre l'idée que une pandémie se répand. Ouais. Okay? Ça remet en question totalement la vision de ce genre de maladie. Je ferme la parenthèse, mais c'est elle est passionnante cette parenthèse parce qu'elle remet en question totalement l'image qu'on se fait de ce genre de maladie, quoi. Donc tout est à revoir, quoi. Oui, l'idée et ça fait longtemps que il y a des chercheurs qui disent, écoutez, ça se répand pas, l'idée du spread est faux, etc. Il y a des chercheurs qui disent ça, mais ils sont ignorés. C'est pas c'est pas l'histoire dominante. Bon, Marine, je m'excuse. Parenthèse. C'est bien de préciser que l'idée de la propagation, c'est pas en tout cas ce qu'on observe dans les données fondamentales, quoi. Et donc là, c'est de la période pré-Covid. Alors, j'espère que mon ordi ne va pas me lâcher avant la fin, parce que j'ai plus de batterie. Donc, je vais me dépêcher. Donc là, c'est la période pré-Covid. Et la période Covid, donc depuis janvier. Rien à voir. Bon, on a pris un petit peu avant pour voir un peu de perspective, là. Donc, mais voilà, donc ça, c'est la période pré-Covid. Et depuis le 11 mars, la semaine du 11 mars 2020, on est dans la période Covid. Et là, vous voyez que c'est plus du tout la même histoire. C'est l'hétérogénéité dont on parle. Donc, il y a l'État de New York, par exemple, qui a un pic phénoménal dans le premier pic Covid. En mars-avril 2020. Mars-avril 2020. Après, il ne se passe rien à l'été. On a le pic de l'hiver et il ne se passe pas grand-chose non plus l'été qui suit. Et inversement, on a par exemple la Floride où il n'y a pas de pic Covid-1, donc mars-avril 2020. Et on a à l'été un pic phénoménal aussi le deuxième été. Et après, même là, les décalages, etc., c'est pas du tout ce qu'on observait avant, pendant la période pré-Covid. C'est pas un phénomène comme ceux qu'on a l'habitude de voir dans les sociétés qui ne sont pas dérangées par des mesures extraordinaires du type. C'est des mesures qui ressemblent à des mesures de guerre. La société a été perturbée à ce niveau-là par les mesures COVID. Macron l'a dit, nous sommes en guerre. C'est très clair. Ok. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a en tout cas une synchronicité pour le premier pic Covid sur certains États, mais pas tous. Et après, et surtout une grosse hétérogénéité dans l'intensité des pics. Et après, du bazar et des trucs pas synchrones, pas de même intensité. La synchronicité pour le premier pic Covid, elle est due au fait que tous les mesures ont été très agressifs et ils se sont faits en même temps. Dans les juridictions, on a décidé de faire ce qu'ils ont fait pour tuer les gens. Et voilà. Le zèle a été le zèle de certaines autorités à mettre en place ces restrictions, à porter ses fruits en termes de forte augmentation de la mortalité. Oui. Ouais. Okay. Donc des mesures dites entre guillemets sanitaires ont été catastrophiques. Donc, en tout cas, moi j'espère, je vais essayer de conclure ça peut-être maintenant. J'espère que ça, vous avez compris, si vous ne l'aviez pas déjà compris, que les politiques dites sanitaires actuellement créent de gros problèmes, qu'il serait temps d'en finir avec cette présentation très anxiogène du virus, avec plein de guillemets, d'en finir avec cette façon de diviser la société, d'isoler les gens, de couper les liens sociaux. La distanciation sociale, même ce terme-là est très, très évocateur, et revenir à quelque chose de beaucoup plus sensé, beaucoup plus normal, et ça s'arrêterait très rapidement, je pense, tout ça. On retrouverait probablement des courbes de mortalité logiques, et non pas ce n'importe quoi qui est consécutif à des mesures présentées comme sanitaires qui sont très dommageables pour la population. Voilà. J'ai bien résumé ? Oui, j'ajouterais que si les gens veulent, ils peuvent essayer de regarder, de lire et de comprendre notre article parce qu'il est très pédagogique. C'est un grand article, c'est presque un livre, mais il est très pédagogique, il est riche en concepts et en explications et il est reconnu de plus en plus par beaucoup de très grands chercheurs qui ont remarqué nos travaux et qui en parlent de plus en plus.
Et donc, je pense qu'on a avancé des concepts, et des analyses, et des méthodes, des façons de faire qui vont avoir beaucoup d'impact sur la compréhension de ces phénomènes-là. Ouais, absolument. Est-ce que tu peux me rappeler comment on fait pour voir l'article en français? Parce que j'ai mis les liens vers ResearchGate et vers ton site, et je ne sais plus comment on fait pour l'avoir en français. Quand on va sur mon site et on va dans la section COVID, le dernier article, c'est celui-là. Quand on clique dessus, juste en bas, il y a une série de liens pour des downloads. Et il y a un download qui a un titre français, c'est le titre de l'article en français. Quand on clique là-dessus, ça ouvre une fenêtre en PDF, la version française de l'article. Ah oui, nature, ouais. Mais j'ai l'impression que le lien ne fonctionne pas parce que je ne peux pas cliquer dessus. Ah, et normalement, il fonctionne. Ouais. Ah ouais, je le vois là, mais ouais. Bon, en tout cas, j'ai mis le lien vers ton article, vers l'article sur ton site. Ouais. Et il faudra juste corriger peut-être ce download là qui n'est pas. Il a fonctionné jusqu'à maintenant, mais je vais regarder ça. Ouais. Voilà, bon, ça va être réparé ça. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Marine, pour cette présentation de notre article commun. Donc, qui est sorti, merci, Jérémy. Fin octobre, hein, 30 octobre, il me semble. Donc, ça a juste 15 jours. C'est tout récent. 25, ouais, d'accord. Oui, c'est 30 octobre, c'était le communiqué de presse. Et merci d'avoir été présent pour cette donc 16e, hein, c'est ça, 16e émission Science en Conscience. Normalement, dans 2 semaines, j'aurai à nouveau Surya Arbi. Le titre, je vous le donnerai dans quelques jours sur de la prochaine émission Science en Conscience. Et puis nous, on va continuer nos recherches de toute façon parce qu'il y a tellement encore à faire. On manque pas d'idées, donc on va de temps. on manque un peu de temps, on manque pas d'idées, voilà. On va voir sur quel point particulier sera notre prochain article, mais en tout cas, on est motivé. Et merci à tous et à toutes d'avoir été présents pour cette émission. Et bah voilà, je vous souhaite de vous retrouver, de vous détendre, de retrouver vos esprits et puis de voir la vie d'un côté plus positif et de faire en sorte d'avoir un réseau aussi, d'un soutien autour de vous qui vous permettra de passer ces prochaines semaines et prochains mois de façon beaucoup plus agréable et voilà, d'arrêter de se prendre la tête et peut-être aussi de couper un peu la télé et les médias qui sont là pour nous affoler quand il n'y a pas de raison d'être affolé. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Et je vous dis à dans 2 semaines donc pour ma prochaine émission Science en Conscience pour Réinfo Covid. Bonne soirée ou bonne journée si vous êtes au Canada. Au revoir.